La suite de la série d'installations des ministres du nouveau gouvernement. Aujourd'hui, c'était au tour des ministres Bachir Ismaël Ouedraogo, Élise Foniamba Tiombiano et Charlemagne Ouedraogo, respectivement, en charge de l'énergie, de la culture et de la santé. Près de 2 milliards de francs CFA, c'est ce que le gouvernement burkinabé doit à l'Union nationale des établissements laïques d'enseignement privé, une situation qui met l'Union dans de grandes difficultés, exposées dans un instant. Et puis enfin, aux États-Unis, le nouveau président élu Joe Biden se lance d'urgence dans le relèvement économique du pays. Il va y consacrer 1,900 milliards de dollars à travers donc un plan qui a été rendu public. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Pour le nouveau gouvernement mis en place au Burkina, le ministère de l'Enseignement, le ministère de l'Énergie et celui des Mines et des Carrières ont été cumulés et c'est le docteur Bachir Ismaël Ouedraogo qui a donc la charge de la gestion de ses portefeuilles. Il a été installé dans ses fonctions aujourd'hui. Face à lui, les défis restent les mêmes, plus d'énergie pour les Burkinabés et faire également du secteur des mines et des carrières un véritable pôle de croissance. Michael Toukré. Mines, énergies et carrières, 3 secteurs stratégiques dans le processus de développement du Burkina Faso, désormais entre les mains du docteur Bachir Ismaël Ouedraogo. Le désormais ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières a été installé dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement. Pour le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo, les défis à relever sont de consolider les acquis du ministre Oumarou Idani dans le domaine des mines et des carrières, mais aussi relever les défis de la question d'accès à l'énergie au Burkina Faso. Au niveau donc des mines, vous savez que c'est notre premier produit d'exportation aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. Notre objectif aujourd'hui au niveau donc de ce ministère, c'est de travailler afin que les retombées puissent bénéficier réellement à nos populations et faire de telle sorte que le secteur privé burkinabé puisse occuper une place prépondérante dans ce secteur-là. Nous devons travailler à ce que le secteur donc des mines puisse être un levier pour pouvoir accélérer donc la croissance donc de l'électrification au niveau du Burkina Faso. Faire de telle sorte qu'en milieu rural, nous puissions profiter de cette manne-là pour pouvoir accélérer l'électrification rurale et faire aussi de telle sorte que nous puissions bénéficier de grandes centrales. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous avons pratiquement 400 mégawatts en hors réseau et c'est pratiquement les miniers qui sont donc dans la production donc de l'électricité à ce niveau-là. Pour l'année 2020, c'est une production d'or estimée à 60 tonnes pour un niveau d'exportation de 2 000 milliards de francs CFA. Un secteur qui contribue pour 15% à la formation du budget de l'État, dira Oumarou Idani, avec plus de 2 millions de personnes exerçant dans le domaine de l'orpaillage. Il y a naturellement de très gros défis parce que le plus important, c'est que le secteur minier qui gère nos ressources naturelles parmi les plus importantes doit faire en sorte que cela profite le plus à notre peuple. Les ressources naturelles appartiennent au peuple et nous n'en sommes que des gestionnaires. Et le gros chantier qui reste, à mon frère, faire en sorte que le secteur minier soit un véritable vecteur de développement économique et social, un véritable vecteur de croissance. Nommé au poste de ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le docteur Bachir Ismaël Ouedraogo est un spécialiste en économie des énergies renouvelables, développement durable, risques et politique des changements climatiques. Le ministère de la Santé a procédé au même rituel. Nommé le 10 janvier dernier, le nouveau ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, est maintenant installé. Cérémonie cet après-midi au sein du dit ministère. Plusieurs chantiers de développement ont été abordés par le nouveau ministre de la Santé. Donc, reportage Samira Ouedraogo et Sanata Serré. Jusque-là, ministre de la Santé, Claudine Louguet a cédé officiellement sa place au nouveau ministre de la Santé, Dr Charlemagne Ouedraogo. C'est un visage connu. Président sortant de l'Ordre des médecins du Burkina Faso, il entend redynamiser l'offre de santé et aussi s'attaquer rapidement aux épineuses questions de santé.
Je voudrais marquer un arrêt sur la pandémie de la Covid-19, qui constitue une des priorités parmi les priorités aujourd'hui. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons dépassé le cap de 8500 cas, avec des cas actifs qui dépassent 2300. Nous avons déploré des décès. Aujourd'hui, il est question de contrôler cette pandémie. Nous avons assisté à ce qu'on appelle l'arrivée de la deuxième vague. Mais quels sont les facteurs qui ont sous-tendu donc cette deuxième vague? Nous allons très rapidement analyser le contexte et avec les acteurs de la riposte, trouver les solutions idoines que nous allons proposer au gouvernement. Il s'agira très rapidement de porter l'information vraie et de bien entretenir cette information. Après 2 années passées à la tête du ministère de la Santé, Claudine Louguet a remis un mémorandum à son successeur dans lequel est énuméré les acquis engrangés, mais aussi les insuffisances enregistrées durant son mandat. Je disais tantôt que je ne peux pas faire de bilan, mais je me suis fait l'honneur de faire un mémorandum au professeur Charlemagne Ouedraogo qui peut lui servir de boussole. Parce que pas de boussole pour continuer ce que nous avons fait, mais peut-être pour améliorer, comme lui-même le dit, nous avons fait des choses, nous avons fait des erreurs, à lui de prendre et d'améliorer. Mais je pense qu'il était honnête de notre part de lui dire, voilà où nous sommes rendus, voilà ce que nous pensions faire, et à lui de faire ce mémorandum, je le remettrai publiquement devant tout le monde. Professeur Charlemagne Ouedraogo a donc officiellement pris fonction. Il devient donc le 30e ministre de la Santé du Burkina Faso depuis 1950 et le 4e professeur titulaire à occuper ce poste. Élise Foniama Thiombiano, elle prend officiellement les rênes du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Elle remplace donc Abdoul Karim Sango qui a occupé ce poste pendant 3 ans. La cérémonie de passation de charge a eu lieu aujourd'hui. Nelly Tapsoba et Alice Ouedraogo. Madame Foniama Élise Ilgoudou Thiombiano, au nom de leurs excellences, messieurs, le président du FASCO et le premier ministre, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre. Ainsi donc, le docteur Élise Foniama Thiombiano, maître de conférences en histoire et archéologie et précédemment député à l'Assemblée nationale sous la 7e législature, occupe désormais officiellement le poste de ministre en charge de la culture, des arts et du tourisme. Aussitôt installée, la désormais ministre de la Culture entend s'inscrire dans la continuité de l'action gouvernementale en s'attelant à redorer l'image de la culture et du tourisme burkinabé. Les chantiers qui nous attendent sont nombreux dans un contexte difficile. Le contexte sanitaire et sécuritaire plombe les activités culturelles et nos différents sites touristiques ne sont plus visités, occasionnant des pertes considérables pour nos acteurs du tourisme et de l'hôtellerie. C'est pourquoi il nous faut plier d'ingéniosité et retrouver les voies et moyens pour sortir le secteur de la culture, des arts et du tourisme des difficultés qui se présentent à lui. Mesdames et messieurs, en cette occasion solennelle, j'invite tout le personnel du ministère à s'impliquer davantage afin que nous accomplissions ensemble le programme du président du FASCO. Une cérémonie de passation de charge auquel n'a cependant pas pris part le ministre sortant Abdoul Karim Sango, car empêché pour des raisons de santé. Par la voix donc de son secrétaire général Lassina Semporé, Abdoul Karim Sango a tenu à présenter des excuses aux acteurs de la culture et à ses collaborateurs pour les manquements qui ont pu exister durant ces 3 ans à la tête du dit ministère. Ceux qui servent l'État doivent le servir avec passion et détermination au point d'être souvent incompris. Ce fut souvent mon cas. Voilà pourquoi je voudrais du fond du cœur encore une fois présenter mes sincères excuses à toutes les personnes qui ont eu le sentiment d'avoir été blessées à travers mes mots et mes actes. À tous les acteurs culturels et du tourisme, je voudrais dire merci pour la collaboration franche qu'il y a eu entre nous. Abdoul Karim Sango a également réaffirmé sa disponibilité à accompagner la nouvelle ministre de la Culture
tout en l'invitant à porter une attention particulière sur le tourisme burkinabé. Notons qu'un hommage particulier a été rendu aux femmes ayant occupé le poste de ministre de la Culture. Il a été installé hier et déjà au cours de la même journée, il était en tournée. Le nouveau ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale a été accueilli par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Le dossier Yirgou a été abordé. Zéphirin Diabré a réaffirmé que cette réconciliation nationale ne sera pas uniquement une affaire entre les acteurs politiques Michael Tougri et Fatima Tanikima. C'est un ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, très attendu sur le dossier Yirgou. Une affaire qui avait fait en janvier 2019 plusieurs dizaines de personnes tuées de la communauté Peul. 3 ans après, les victimes réclament toujours justice. Zéphirin Diabré, en se rendant au siège du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, donne le ton, celui de la réconciliation nationale. Pour le ministre d'État, cette question de réconciliation n'est pas seulement politique. Que contrairement à ce que certains veulent croire, les questions de réconciliation et de cohésion sociale, nous n'allons pas les aborder uniquement sur l'angle politico-politicien. Certes, l'angle politique est très très important, mais d'autres questions non moins importantes, sinon très importantes ou même plus importantes sont là. Nous abordons ces questions-là en regardant toutes les formes de déchirure qui peuvent mettre en péril l'unité de notre nation. Et la question de la stigmatisation ou des discriminations sont des paramètres qui sont très dangereux et qui agissent contre la cohésion sociale. En traduisant tous leurs vœux de succès à Zéphirin Diabré dans sa mission de réconcilier les Burkinabés, les responsables du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés disent compter sur lui quant à la prise en compte de toutes les couches sociales dans le processus. Il a dit également que tous les Burkinabés seront impliqués de différents bords et qu'on doit être prêt à soumettre notre avis et que le principe du débat contradictoire puisse dégager la lumière pour unir les Burkinabés. Je pense que c'est un élément à prendre en compte. Yirgou n'interpelle pas seulement la justice, ça interpelle tous les Burkinabés, ça interpelle toutes les institutions de la République. Et nous et son institution ne peut pas être en marge de cette question qui nous tient à cœur et que nous discutons à tout moment. Zéphirin Diabré, aux commandes du portefeuille ministériel en charge de la réconciliation nationale, promet dans les jours à venir définir un cadre de concertation en vue d'encadrer le processus de réconciliation nationale. Cérémonie de décoration au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale ce vendredi. 25 agents ont été distingués en présence de ministres de tutelle, accompagnés de son collègue de l'éducation nationale, Stanislas Ouaro. Reportage Mametriana Kamabou. Au nom du président du FASO. C'est une première dans l'histoire du département de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Après 2 années de négociations, des hommes et des femmes de ce département ont vu leurs efforts récompensés à travers ces distinctions honorifiques. Au nombre de 25, ils ont été élevés au rang de chevalier de l'ordre du mérite de l'administration du travail avec agrafe fonction publique. Nous sommes en train de travailler à transformer l'administration sous le leadership, bien sûr, du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le professeur Seni Mahamadou Ouedraogo. Et c'est certainement dû à tout ce que nous avons pu accomplir ensemble que nous avons été désignés pour recevoir cette distinction que je reçois avec beaucoup d'humilité et qui nous interpelle à mieux faire et surtout à rester toujours dans la dynamique du résultat, dans la dynamique de la performance. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance envers mon Dieu pour cette faveur, envers les autorités, envers mes collaborateurs et mes collègues, envers ma famille également. Cette distinction est une invite à plus d'ardeur au travail. Et pour le ministre en charge de la fonction publique, le choix de ce récipiendaire a été fait sur la base des valeurs de fidélité, d'engagement, de discipline, de travail, d'attachement à la nation. Le ministère ne compte pas s'arrêter là. Seni Ouedraogo a par ailleurs invité les autres agents à plus d'abnégation dans le travail et au respect de la chose publique. Je crois que pour ma part, ceux qui ont été retenus pour cette session sont ceux
qui sont les méritants et qui remplissent les conditions. Donc on a pris quand même soin d'appeler au téléphone et mon DRH s'en est chargé personnellement de dire à certaines personnes, des jeunes qui étaient très méritants, mais qui malheureusement ne remplissaient pas les conditions pour pouvoir obtenir la décoration. Je crois que c'était un devoir pour nous, qu'on fasse comprendre à ces jeunes-là que n'eût été leur ancienneté qui ne permet pas de bénéficier, ils méritaient d'être parmi ceux qui devaient recevoir la reconnaissance de l'État. Pour rappel, c'est en 2019 qu'a été institué l'Ordre du Mérite avec Agraf Fonction publique et Agraf Travail, Protection et Sécurité sociale. Toujours dans le secteur éducatif, la chance sera donnée à plus de 800 000 enfants touchés par les crises au Burkina d'avoir accès à l'éducation, cela à travers le programme d'éducation pluriannuel du Fonds éducation sans délai en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, programme officialisé aujourd'hui. Reportage Yacine Sawadgo. Ce programme est spécialement conçu pour relever les défis spécifiques auxquels sont confrontés les filles et les garçons pour accéder à une éducation de qualité dans les communautés qui subissent la violence et l'insécurité. Selon la représentante de l'UNICEF au Burkina, il faut une synergie d'action en investissant dans les enfants et les adolescents pour leur donner les moyens de réaliser leur plein potentiel. Chacun d'entre nous occupons des positions stratégiques et d'influence dans ce pays, dans nos organisations, et collectivement, nous devons intensifier notre plaidoyer à tous les niveaux pour que les budgets alloués à l'éducation dans le pays correspondent aux investissements nécessaires pour construire les citoyens actifs de demain. Au-delà des mots, c'est les actions qui comptent. Et aujourd'hui, c'est un jour important où nous avons le ministre et tout le ministère, avec le ministre, avec la délégation de Education Conduct Way, qui est ici avec tous nos partenaires des clusters, tous nos partenaires de développement et d'urgence, ensemble pour dire on va faire mieux pour les enfants au Burkina. Et je vous remercie pour ça. Et pour le ministre en charge de l'Éducation nationale, le Covid-19 ainsi que la crise sécuritaire actuelle ont mis à mal le système éducatif au Burkina Faso. Et son souhait est que ce programme puisse atteindre ses objectifs. Notre souhait, effectivement, c'est que les effets attendus du programme soient atteints. Le premier effet, c'est l'accès. C'est de faire en sorte que les enfants de 3 à 17 ans de la zone d'intervention du projet bénéficient d'un format d'éducation adapté au contexte, dans des conditions d'accueil sanitaire et sécuritaire normées. Le deuxième effet attendu, c'est l'effet sur la qualité. Nous souhaitons que les enfants de 3 à 17 ans de la zone d'intervention du projet reçoivent un enseignement de qualité, sensible aux risques, aux catastrophes et aux apprentissages socio-émotionnels. Et enfin, l'effet attendu numéro 3 est la gouvernance. Nous souhaitons que la gestion et la coordination de l'éducation en situation d'urgence s'appuient sur des systèmes nationaux, des analyses normées et des données harmonisées. Notons que le nouveau programme bénéficie d'un financement de démarrage d'un peu plus de 11 millions de dollars sur 3 ans de la part d'Éducation sans délai en partenariat avec l'UNICEF et l'Association Enfants du Monde. Et pour être entièrement financé, le programme vise à mobiliser 48 millions de dollars supplémentaires auprès des donateurs publics et privés. Je vous en parlais en titre. L'Union nationale des établissements laïques d'enseignement privé a tenu une conférence de presse hier jeudi, exposant sa peine à mener à bien ses activités, situation due en grande partie par un retard de paiement des frais de scolarité des élèves affectés par l'État dans ces établissements. On parle là d'un montant de près de 2 milliards de francs CFA. Reportage. Au titre de l'année scolaire 2019-2020, environ 38 536 élèves ont été affectés par l'État dans les établissements privés.
Et sur près de 2 milliards de francs CFA, seulement 101 440 000 ont été versés à ces établissements par l'État, un montant qui représente 5,1% de la somme due. C'est ce qui ressort de ce point de presse de l'Union nationale des établissements laïcs d'enseignement privé UNPL. Une situation qui met ces établissements conventionnés dans des difficultés financières selon le président de l'Union. Le non-paiement des frais de scolarité par l'État entraîne des problèmes de trésorerie pour les établissements, ce qui conduit à des difficultés de paiement des salaires des enseignants et du personnel administratif, des difficultés de paiement des frais de fonctionnement des établissements, des frais courants tels que les fournitures, l'eau, l'électricité. Entraîne des difficultés aussi d'assurer un enseignement de qualité aux élèves, entraîne des conflits entre les promoteurs et leurs employés, des difficultés d'assurer les cours jusqu'à la fin de l'année scolaire, ce qui oblige certains promoteurs à contracter des crédits de trésorerie auprès des banques et à en supporter les charges financières. Au regard de toutes ces difficultés liées au retard de paiement des frais de scolarité, l'UNPL appelle le gouvernement à tout mettre en œuvre pour régulariser la situation. Cependant, elle appelle ses membres à la retenue en attendant d'éventuelles actions collectives. Nous lançons un appel aux établissements membres de l'UNPL à n'entreprendre aucune action à titre individuel qui pourrait nuire aux élèves, aux parents d'élèves ou aux enseignants. À se tenir prêts et à rester à l'écoute pour des actions collectives futures au cas où le gouvernement ne donnerait pas suite à la présente conférence de presse dans les meilleurs délais. L'UNPL compte plus de 1200 membres sur le territoire national. Depuis l'année 2012-2013, l'État affecte des élèves de la 6e à la seconde dans les établissements privés d'enseignement en vertu d'une convention signée en 2012. Le Front civil de la lutte contre le terrorisme se renforce au Burkina. Une nouvelle organisation a été mise en place, dénommée SOS Terrorisme au Burkina. L'OSC, à travers ses actions, veut déconstruire l'idéologie des terroristes. Elle est composée essentiellement de journalistes et de communicateurs. On en parle avec Michael Toukri. Dans la lutte contre les groupes armés au Burkina Faso, pour l'association SOS Terrorisme, il faut changer de paradigme et construire à travers le discours des messages de paix, de tolérance religieuse et d'acceptation de l'autre dans sa différence. Et les membres de l'association SOS Terrorisme comptent s'appuyer sur les ressorts culturels pour donner une réponse efficace dans cette guerre asymétrique. SOS Terrorisme est une réponse, est une nouvelle alternative dans l'approche dans la lutte contre le terrorisme, parce que nous allons aller sur le terrain, nous allons rencontrer les chefs religieux, les chefs coutumiers, les décideurs politiques et toutes les confusions religieuses pour dire tout simplement qu'il faut avoir une nouvelle façon de parler aux populations. Il faut un message de tolérance, un message renforcé sur le vivre ensemble, et aimer ce pays-là, parce que tout simplement, on a le droit de lutter contre le terrorisme, car ils sont en train de fragiliser notre vivre ensemble. Et nous disons non à cela. Pour le coordonnateur national de l'association, le Burkina Faso doit trouver son modèle de lutte contre les groupes armés. Et c'est à travers plusieurs actions qui seront menées sur le terrain que l'association SOS Terrorisme veut aussi œuvrer à éviter la stigmatisation des communautés et le repli identitaire. Nous allons lutter contre le terrorisme par notre engagement, parce que nous sommes des journalistes, nous sommes des communicateurs, et parmi nous aussi il y a des hommes de culture. Nous allons faire des caravanes de paix. Nous allons faire des caravanes sur des sensibilisations, par exemple des leaders dans les mosquées, par exemple, qui prêchent une parole de vivre ensemble, une parole de respect des autres religions. Et inversement aussi, que les chrétiens aient des paroles, des discours, voilà, du vivre ensemble, de tolérance. Et c'est ça qui va faire que nous, en tout cas, je pense, nous viendrons à bout de ce mal.
Au Burkina Faso, l'action des groupes armés depuis 2015 a occasionné plus d'1 million de morts, 3 000 écoles fermées, plus de 400 000 enfants privés d'éducation et plus d'1 million de personnes déplacées internes. Et dans le reste de l'actualité, le nouveau président élu Joe Biden a dévoilé un nouveau plan de relance d'urgence de 1 900 milliards de dollars censé sortir les États-Unis de leur pire crise depuis les années 30. Tout cela sera suivi dans les prochaines semaines d'un plan d'investissement pour relancer l'économie. Loin du chaos trumpiste à Washington, à 5 jours de son investiture, la Maison-Blanche, le démocrate Joe Biden tente d'attirer de nouveau les projecteurs sur son action à venir, ses plans pour rassembler et relancer les États-Unis. Depuis son fief de Wilmington, il a dévoilé un plan de relance titanesque de 1 900 milliards de dollars. Objectif, venir en aide aux ménages et aux entreprises américaines mises à mal par la pandémie de Covid-19. Mais l'heure de Joe Biden n'est pas encore venue. Pour le moment, le vice-président républicain sortant Mike Pence semble avoir pris les rênes à Washington. On l'a vu aux côtés des troupes de la garde nationale qui quadrillent la capitale américaine depuis l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump le 6 janvier dernier. On l'a vu en réunion avec le FBI. Les services de sécurité sont en effet sur les dents face à la menace de nouvelles manifestations d'ici la prestation de serment de Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris le 20 janvier sur les marches d'un Capitole barricadé. Quant à Donald Trump, désormais mis en accusation, il fera donc face à un procès en destitution au Sénat après l'investiture. L'enjeu ne sera plus de l'évincer du pouvoir, mais s'il est reconnu coupable, un deuxième vote pourrait viser à lui interdire d'être un nouveau candidat à la Maison-Blanche. Et puis c'est vendredi aujourd'hui et vous avez Sport 3 avec Assami Thiam-Touré qui est déjà en train de se préparer. Bonsoir Assami Thiam-Touré. Oui, bonsoir Sonia Kopti. Alors ce soir vous parlez de l'élimination des étalons U17 et du CHAN avec le premier match des étalons. Effectivement, Sonia Kopti, oui, on va parler des étalons U17, les étalons cadets donc, qui sont éliminés du tournoi UFOAB, ça s'est joué au Togo, comme vous le savez bien. Si les étalons se qualifient pour cette finale, ils devront être automatiquement qualifiés aussi pour les phases finales de la CAN de leur catégorie qui sera jouée au Maroc. Mais malheureusement, le Nigeria a battu ce soir même les étalons cadets 1-0. Donc le parcours des étalons se limite aux demi-finales et c'est joué ce soir même. Voilà, on parlera également du CHAN 2021 avec les étalons locaux qui sont présentement au Cameroun. Le premier match contre le Mali, comme vous l'avez dit, et c'est ce samedi. Kroll, en tout cas, l'entraîneur dit avoir préparé ses joueurs pour affronter ce Mali, oui, puisque les étalons doivent impérativement dépasser ce premier tour, oui, pour en tout cas espérer ramener la coupe. Rappelez-vous bien que c'est la troisième participation des étalons à une phase finale du CHAN, mais on n'a jamais dépassé le premier cap. Donc Kroll, en tout cas, espère dépasser ce premier cap. Voilà pourquoi, en tout cas, il faut miser lourd pour espérer arriver en finale. Voilà ce dont on va parler ce soir, Sonia Kopti. Et puis il sera aussi question du derby football féminin. Effectivement, le football féminin, oui, c'est la dernière journée de la phase aller. Quand on dit derby de football féminin, vous entendez bien. USFA Étincelle, un match à suivre impérativement. Ça, c'est ce dimanche au stade Issoufou-Joseph Konombo. Les amoureux du football féminin verront donc ces 22 acteurs illustrés. Il y a du beau football, donc on en parlera ce soir pour inviter le public à sortir massivement, soutenir ces filles pour en tout cas promouvoir le football féminin. Rappelez-vous qu'on a reçu une joueuse internationale burkinabé à l'émission précédente. Donc c'est le football féminin qui sera à l'honneur dimanche. Donc on invite tout le monde. Sonia, on en parlera dans cette émission. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente émission alors. Merci Sonia. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.